Regard croisé avec le professeur Jacques Besson, à qui j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue. Bonjour. En guise d'introduction, je vous propose peut-être que vous vous présentiez déjà. Oui, bon, volontiers. Je m'appelle Jacques Besson. Je suis professeur honoraire de psychiatrie à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne. Et j'ai été chef du service de psychiatrie communautaire du CHUV pendant longtemps. Et mes intérêts scientifiques se sont toujours portés à la santé mentale, la psychiatrie communautaire, c'est-à-dire dans le fond collective. Et depuis de nombreuses années, je m'intéresse au rapport entre psychiatrie et religion et entre neurosciences et spiritualité. Et actuellement, mon vrai sujet, c'est l'exploration de la conscience. Magnifique, ben, on est au cœur du sujet de The Ways partenaire. Et justement, dans cette vidéo, on veut explorer un petit peu cette notion, amener un éclairage sur cette notion d'écriture intuitive, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître cette faculté. Quelle est votre vision de cette notion d'écriture intuitive? Bon, d'abord, je suis au courant que c'est un phénomène qui existe. C'est même assez largement répandu. Comme psychiatre académique, évidemment, ça ne concerne pas tellement la pathologie. Les gens qui ont cette capacité ne consultent pas. Donc, tant que j'étais dans le domaine de la clinique psychiatrique universitaire, j'ai peu côtoyé ce type de phénomène. Cela étant, comme je m'intéresse depuis longtemps à la conscience modifiée et que je suis addictologue, dans le domaine des addictions, j'ai été très frappé par le fait que le mouvement alcoolique anonyme, qui m'a beaucoup impressionné par son efficacité et sa pertinence chez environ la moitié des patients, permet un rétablissement grâce aux 12 étapes des alcooliques anonymes. Or, ces 12 étapes, mais je l'ai appris dans l'après-coup, ont été écrites en écriture intuitive, moi j'appelle ça écriture automatique, mais je crois que c'est le même concept, donc il y avait un patient alcoolique et son médecin aussi alcoolique. Et tous deux alcooliques avaient décidé qu'il fallait que ça change, et le docteur Bob et son patient Bill, on a gardé les prénoms comme toujours dans les alcooliques anonymes, ils étaient familiers des cercles spirites, c'était à la mode dans les années 30. Bill, tout d'un coup, a été saisi d'écriture automatique et il a rédigé sous influence les 12 étapes qui sont magnifiques, qui représentent dans le fond une forme de psychothérapie cognitive, de remédiation cognitive sur le rapport à soi-même, le rapport à autrui et le rapport à l'univers. Dans le fond, il a reçu ça, dont ne sait où, et le mouvement alcoolique anonyme a été fondé sur ces révélations. Et aujourd'hui, il y a des dizaines de millions de patients qui ont été rétablis et qui sont en rétablissement encore aujourd'hui grâce aux 12 étapes qui impliquent notamment le lâcher-prise, c'est-à-dire d'accepter que l'alcool est plus fort que le patient et qu'il y a une puissance supérieure à laquelle on peut s'adresser et qui va nous aider à nous rétablir. Donc voilà, les 12 étapes, pour moi, c'était une énorme surprise. Et comme je suis allé à Harvard Medical School à Boston et que c'était les débuts de l'imagerie cérébrale, j'ai interrogé les neuroscientifiques de Harvard et on a commencé à s'intéresser à la science des alcooliques anonymes, s'il y avait des études contrôlées, des études scientifiques, evidence-based, qui montraient l'impact d'alcooliques anonymes, et il y en avait. Il y a même eu une grande étude sur plus de 10 000 patients aux États-Unis qui comparait alcooliques anonymes avec les approches classiques de psychothérapie et de médecine, et alcooliques anonymes était tout à fait comparable, il n'y avait pas de différence significative, avec en plus un éveil spirituel. Donc la notion d'éveil était un cadeau, un bonus dans le rétablissement des alcooliques avec AA. Et puis, je ne vais pas faire plus long, mais il y a eu alors des travaux ultérieurs d'imagerie cérébrale fonctionnelle où on a mis des patients qui participaient à des séances alcooliques anonymes dans des scanners fonctionnels et on a vu toutes sortes de changements dans leur conscience et dans leur façon de voir le monde avec des bénéfices importants, notamment des effets sur la dopamine et sur le système opioïde endogène. Donc, il y a là quelque chose à laquelle la science est confrontée, elle peut l'objectiver, le constater, mais elle a de la peine à l'expliquer, en revanche. OK, très intéressant comme démonstration, voilà, de la puissance de ce qu'on peut recevoir via l'écriture intuitive. Et vous, dans votre compréhension sur le phénomène lui-même de l'écriture intuitive, quelle est votre explication? Alors, je travaille depuis de nombreuses années sur la conscience, et notamment sur la conscience modifiée. Dans ce cadre,
J'ai étudié le chamanisme, la médiumnité, l'hypnose régressive et plus récemment, je travaille avec les médecins prescripteurs de psychédéliques, qui est de nouveau une thérapie autorisée par l'Office fédéral de la santé dans un cadre légal tout à fait conforme et ça permet des explorations de la conscience qui sont tout à fait innovantes et intéressantes. Les Américains ont fait une grosse étude avec le National Institute on Health, le NIH, et ils ont fait une revue des études neuroscientifiques et psychiatriques du channeling, on pourrait appeler ça médiumnité en français. Et je crois, pour ma part, que l'écriture intuitive et l'écriture automatique sont des catégories du channeling, puisqu'on reçoit une information non explicable par la science actuelle, qui dépasse le sujet. Alors, évidemment, je suis professeur de psychiatrie, on ne va pas me vendre n'importe quelle saucisse. Voilà, je suis allé regarder ça d'un petit peu plus près. Et le NIH a fait comme moi, ils ont fait une revue, ils ont éliminé dans les descriptions de channeling, c'est pas spécifique à l'écriture automatique, hein, mais dans le channeling, donc la médiumnité en général, ils ont éliminé tout ce qui était considéré comme pathologique. Ils ont éliminé les hystériques, les schizophrènes, les bipolaires, les mythomanes, etc., etc. À leur grande surprise, il y a un reste. C'est-à-dire, il y a une population, minoritaire sans doute, mais il y a une population qui a cette capacité de channeling non explicable par la science, non catégorisable en psychiatrie, et notamment par le critère que les gens qui ont cette capacité de channeling se sentent mieux, ils se sentent bien, et ils peuvent offrir du bien à ceux qui les consultent, à ceux à qui ils offrent des prestations. Et dans le fond, on est tout à fait à 180 degrés des états psychopathologiques dans lesquels les gens ne se sentent pas bien. La dissociation, le PTSD, toutes ces histoires-là de conscience modifiée dans la clinique psychiatrique font que les gens sont angoissés, ne se sentent pas bien. Ce sont des mécanismes de défense pour se protéger contre l'angoisse. En revanche, dans le channeling, les gens se sentent mieux. Alors ça, c'est très bizarre parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on observe scientifiquement dans le reporting des expériences de mort imminente. Parce que dans la mort imminente, vous avez exactement le même tableau. Vous avez une conscience modifiée, les gens, pour des raisons inexplicables scientifiquement, qu'un cerveau qui est totalement à l'arrêt, sans oxygène, sans glucose, égé, plein, etc., rapportent des expériences psychiques tout à fait intéressantes, inexplicables par la science, où ils voient des proches décédés, même des gens dont ils ne savaient pas qu'ils étaient décédés, pour donner un exemple. Quand ils ont fait ces expériences, ils se sentent légers, libérés, joyeux, ils apportent un changement à leur vie et ils s'occupent de leurs prochains avec compassion. Donc, il y a une similitude entre les expériences de mort imminente, le channeling, et pour moi qui suis un clinicien expérimenté et un neuroscientifique intéressé, il y a là un champ d'exploration pour la science et nous sommes au début de ce chantier scientifique. Magnifique, très, très, très clair et très captivant finalement. Voilà, je peux que recommander aux personnes qui nous écoutent, qui ont envie de suivre un peu plus la vision du professeur Jacques Besson, de nous rejoindre dans la fresque d'éveil de conscience, car là aussi, il fait partie des regards croisés qui amènent leur vision sur les différentes thématiques de la fresque. Merci, professeur Besson, pour cet éclairage fort intéressant. Merci.